Bonjour. Je préfère pour ma part parler de printemps arabe que de révoltes arabes. Notre débat est intitulé « Le conflit israélo-palestinien et les révoltes arabes », non plutôt le printemps arabe, pour une raison simple. Ce printemps a donné lieu à une série de révoltes qui ont chacune leur spécificité. Mais ce printemps, qu'est-ce qu'il est fondamentalement? Il est l'émergence politique d'une génération de gens de 20 ans, 25 ans maximum, qui constituent aujourd'hui la moitié de la population des pays arabes, je répète, qui constituent aujourd'hui la moitié de la population des pays arabes, et qui est profondément étrangère aux deux champs politiques qui définissaient jusqu'en janvier dernier les mondes arabes. Profondément étrangère, naturellement, on l'a vu et entendu, aux dictatures issues du processus de décolonisation des années 50. Le peu de légitimité historique qui pouvait rester, il en restait vraiment peu, mais qui pouvait rester il y a encore 20 ans à ces régimes, comme les régimes bassistes de Syrie ou d'Irak, ce peu de légitimité issue de la décolonisation, pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui dans le monde arabe, c'est aussi étranger que la guerre de 14 l'était pour ma génération dans les années 60, et très précisément en 68. C'est une référence historique totalement obsolète aujourd'hui et totalement effacée, évidemment, par la corruption, la brutalité, l'impéritie, la faillite économique et morale de ces dictatures. Mais cette nouvelle génération arabe, dont on assiste à l'émergence politique, est profondément étrangère aussi, non pas forcément à l'islamisme, mais très certainement à ce que l'on appellera par commodité le djihadisme, c'est-à-dire l'aile violente, terroriste, messianique de l'islamisme, et animé par l'idée incroyablement simpliste, mais qui a marché, on le sait, pendant quelques années, que la force de la vraie foi de l'islam pourra vaincre l'Occident et plus précisément les États-Unis, comme elle avait vaincu l'Union soviétique en Afghanistan à la fin des années 80, puisque tel est le mythe fondateur du courant djihadiste de l'islamisme. Cette nouvelle génération arabe, premièrement, a vu dans son adolescence ou sa préadolescence ce mouvement s'affirmer autour de l'attentat du 11 septembre, puis la série d'attentats dans le monde occidental, et pas seulement occidental, en Afrique et en Asie également. Premièrement, elle n'en a vu aucun résultat. Rien n'a changé dans le monde arabe grâce à cette tactique ou cette stratégie. Deuxièmement, elle en a vu les effets négatifs, c'est-à-dire la détérioration de l'image à la fois du monde arabe, mais des Arabes comme individus dans le monde. Troisièmement, cette génération est profondément étrangère à cela, car elle a grandi dans un monde façonné par Internet et les nouvelles télévisions satellitaires, panarabes naturellement, mais pas seulement panarabes. Autant dire que ce primitivisme du djihadisme
est assez profondément étranger à ces nouvelles générations, et on l'a bien vu à la fois par les slogans lancés dans les manifestations égyptiennes, tunisiennes, syriennes aujourd'hui, yéménites, etc., etc., mais aussi, ça a été souligné, par l'absence des slogans anti-occidentaux ou même anti-israéliens dans ces mêmes manifestations. Les préoccupations de cette génération arabe sont très très loin de tout cela. Elles sont profondément novatrices, et même si le courant, la minorité agissante de cette génération majoritaire dans la population, même si le courant le plus moderniste et le plus agissant, puisque c'est le courant le plus moderniste qui a été le plus agissant, qui a fait tomber très concrètement Moubarak et Ben Ali, même si ce courant donc est encore politiquement minoritaire, il est la force montante des sociétés arabes. Il est aujourd'hui la force la plus cohérente et la plus porteuse d'avenir de ces sociétés. Il est celui qui, évidemment, dans des reculs, des avancées, de nouveaux reculs et de nouvelles avancées, je veux dire par là lentement et chaotiquement, façonnera les mondes arabes de demain. Il est important de voir cela et de ne pas dire, pardon aux organisateurs, je ne veux pas du tout les critiquer, mais insister sur ce point, de ne pas dire les révoltes. On est dans un phénomène qui est bien au-delà de la révolte au singulier ou au pluriel. On est dans un changement de période historique, on est dans une évolution culturelle, on est dans une rupture générationnelle qui est comparable à la rupture générationnelle des années 60. Je ne fais pas là allusion spécifiquement aux 68 français, mais aux années 60 dans le monde, que ce soit en Europe occidentale, en Europe communiste ou dans les tiers-mondes de l'époque. À court terme, cette ébullition provoquée par le printemps arabe peut être vue comme une aubaine par les partisans israéliens du statu quo. À court terme, cela affaiblit plus encore le monde arabe, économiquement bien sûr. L'économie tunisienne et l'économie égyptienne partent à volo, l'économie syrienne, n'en parlons pas, l'économie yéménite, Antoine y a fait allusion tout à l'heure, disons qu'elle n'existe virtuellement plus, puisqu'elle partait de véritablement peu de choses. Le monde arabe est évidemment plus divisé que jamais entre régimes contestés, régimes tombés, régimes terrifiés. Il n'y a pas beaucoup de gens là-dedans qui voient clairement où aller. Et donc, encore une fois, les partisans israéliens du statu quo peuvent se dire « mais formidable, l'heure est plus que jamais à ne pas bouger, puisque la menace arabe vient encore de se réduire. Et puisqu'à l'inverse, si nous bougions, nous tablerions sur des réalités tellement mouvantes que cela relèverait d'un pari fou, disent-ils. Oui, au jour le jour, à la petite semaine, au semestre, cela peut sembler cohérent. Cela ne l'est pas du tout, cela relève d'une absolue et tragique cécité, car à moyen et long terme, une petite pause là. Souvenons-nous du portrait que vient de nous faire Antoine Basbous à l'instant de l'évolution en cours dans les différents pays arabes. J'ai été frappé qu'un observateur aussi attentif, documenté et prudent que lui dise à propos de la Syrie
si j'ai bien compris que ce régime ne s'en remettrait pas. Moi qui suis moins documenté et moins prudent, c'est aussi ce que je pense. Et Antoine et moi ne sommes pas les seuls à le penser, bien loin de là. Il est frappant qu'un pays comme la Turquie, Paris aujourd'hui joue sa diplomatie, joue ses relations avec un pays limitrophe aussi important pour elle que la Syrie sur la chute du régime Assad, car c'est ce qu'ils font. Les déclarations de Erdogan la semaine dernière, parlant de sauvagerie ou de barbarie, suivant les traductions qui ont été données du mot, mais enfin, on voit bien l'idée à propos du régime Assad, les envois d'émissaires turcs à 2 reprises maintenant, car il y en a un autre qui est parti hier, répéter le même message, et les Turcs l'annoncent à l'avance, ce qui est extraordinaire. Nous envoyons un émissaire à Assad pour lui dire, bref, qu'il faut installer la démocratie dans son pays. Enfin, quand je dis bref, d'ailleurs, c'est exactement ça. Mais c'est très détaillé, point par point, il y en a 7 ou 8. Si même un pays comme la Turquie, dont la diplomatie s'enorgueillissait, se réjouissait jusqu'il y a si peu de mois d'avoir réussi à avoir 0 problème avec l'ensemble de ses voisins, si même un pays comme la Turquie joue cela devrait nous dire à quel point ce bouleversement est profond et irréversible, irréversible ne voulant pas forcément dire bien loin de là, rapide, pacifique, et encore moins les deux, mais irréversible, certainement, à moyen et long terme. Cela veut dire que ce mouvement, ce printemps arabe, annonce forcément, et là je parle à quelques décennies naturellement, pas quelques mois, ni même quelques années, une émergence ou réémergence économique, politique et diplomatique des mondes arabes. Je ne m'étendrai pas, parce que ce n'est pas notre propos de ce matin, sur l'ensemble des conséquences que cela portera, mais vis-à-vis d'Israël, puisque tel est le thème de notre débat. Cela signifie une chose qui, elle, va apparaître assez rapidement et qui est déjà en train d'apparaître, qui est que les régimes arabes, à part le régime d'Assad, ont déjà virtuellement et ont déjà à l'indicatif pour beaucoup d'entre eux rompu avec les imprécations anti-israéliennes de ce dernier demi-siècle. L'antitétionniste, le je ne sais pas quoi, enfin tout ce que nous savons. Les régimes arabes et les peuples arabes savent qu'Israël existe, savent qu'ils devront accepter Israël. Et là, il y aura un tournant, car il y aura un propos arabe qui ne sera plus diplomatiquement et moralement récusable comme une négation de l'existence d'Israël. Il y aura une posture type palestinienne, tendance Fatah, vis-à-vis d'Israël. Qui sera quoi? Qui sera très bien. Nous acceptons la réalité de l'existence de l'État israélien. Nous voulons faire la paix ou la confirmer pour certains d'entre eux avec Israël. Mais notre diplomatie et notre langage politique vis-à-vis de ce pays seront beaucoup plus fermes, beaucoup plus précis et beaucoup plus exigeants que ne l'étaient la diplomatie et les propos des pays arabes qui avaient conclu la paix avec Israël
et qui était entré dans une connivence totale, ou quasi totale en vérité, avec les partisans du statu quo israélien, au nom de l'idée que le statu quo était le garant d'une pérennité commune, celle de ces régimes arabes et de l'État israélien. Ce nouveau langage, cette nouvelle diplomatie, cette nouvelle posture arabe vis-à-vis d'Israël, on la lit déjà dans deux signes avant-coureurs, qui sont d'une part la diplomatie d'un pays non arabe, mais qui pèse considérablement dans la région, je veux dire la Turquie, pays en relation diplomatique avec Israël, mais dont le ton vis-à-vis non pas d'Israël, mais de la politique israélienne s'est considérablement, logiquement et à mes yeux à juste titre, considérablement durci depuis quelque temps, depuis 2 ans, environ, quelque chose comme ça. Très simple, depuis l'offensive contre Gaza, qui a été vécue comme une trahison morale par la Turquie, étant donné que c'était Barak qui était à Ankara juste à la veille, enfin je ne sais plus lequel des dirigeants israéliens, je crois bien que c'était Barak, qui était à Ankara juste à la veille de l'offensive contre Gaza et qui n'en a pas dit un mot aux dirigeants turcs. Bon, j'ai dit une bêtise ? Secondaire. Bon, alors on continue. Donc on trouve un avant-goût de ce que sera cette posture arabe vis-à-vis d'Israël dans l'attitude de la Turquie, mais aussi dans l'attitude et les propos d'un homme tout à fait intéressant dans la période, qui est Amr Moussa, diplomate égyptien, ancien secrétaire, enfin il l'est encore pour quelques jours, secrétaire général de la Ligue arabe, futur, ou déjà déclaré qu'importe, mais futur candidat à la présidentielle égyptienne, et qui dit exactement ce que je viens de vous dire, à savoir oui à la paix avec Israël, oui à la reconnaissance avec Israël, mais fin non à la connivence avec le gouvernement israélien et les partisans du statu quo. Pour Israël, sur la scène diplomatique internationale, il sera beaucoup plus difficile de dealer avec cette posture arabe qu'il ne l'était de dealer avec les délires islamistes et la connivence des régimes en place. Deuxièmement, deuxième évolution, les diplomaties occidentales, y compris américaines, vont forcément, sous l'influence de ce printemps, évoluer et évoluer considérablement. Je n'en veux pour preuve que 2 évolutions déjà concrètes, déjà faites. Pour la première fois depuis la 4e République, la France avait un dirigeant ouvertement pro-israélien. Dans l'acceptation la plus sotte de cette expression qui ne veut rien dire, car qu'est-ce que ça veut dire qu'être pro-israélien, être partisan d'Akiva Eldar et de Barnavi ou de Netanyahou, qu'est-ce que ça veut dire qu'être pro-palestinien, être partisan d'une solution à 2 États ou bien partisan du Hamas ou de pire. Bref, pour la première fois, la France avait, en la personne de M. Sarkozy, un dirigeant pro-israélien. M. Sarkozy, ça n'a échappé à personne dans cette salle, je l'imagine, n'est plus pro-israélien en ce sens, depuis quelques mois déjà. Pourquoi ? Parce qu'il a compris, tout seul, et beaucoup sous l'influence de son nouveau ministre des Affaires étrangères, que si la France ne voulait pas non seulement perdre toutes ses cartes dans le monde arabe, mais voulait surtout en retrouver ou les confirmer, elle devait opérer un U-turn diplomatique dont
La première manifestation a été le soutien le plus vibrant au monde, au printemps arabe aujourd'hui. Il n'y a pas de pays qui soutienne de manière plus vibrante le printemps arabe que la France aujourd'hui. Et deuxièmement, une évolution considérable de la diplomatie française de ces dernières années vis-à-vis d'Israël, dans la mesure où M. Juppé est allé délivrer à M. Netanyahou il y a une quinzaine de jours un message qui venait directement du président de la République et qui n'était pas seulement le message du ministre des Affaires étrangères, et qui était « ne nous obligez pas à voter en septembre la reconnaissance de la Palestine. Bougez avant de nous avoir obligés à reconnaître la Palestine. » Ce n'est pas indifférent. On ne peut pas comprendre que les actuels dirigeants israéliens ne voient pas cela, étant donné ce qu'est la personnalité de Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, la Maison-Blanche, j'allais dire les dirigeants américains, non, la Maison-Blanche, car nous avons tous en tête l'ahurissante scène du Congrès et du discours de Netanyahou. Mais la Maison-Blanche, la diplomatie américaine, de plus en plus les élites américaines, et notamment la presse, en tout cas celle qui compte, considèrent que le gouvernement israélien actuel est en train de dangereusement plomber les efforts fondamentaux aux yeux des intérêts américains que font les États-Unis aujourd'hui pour se réconcilier avec le monde arabe. Il faut être véritablement naïf, inculte, ignorant de l'histoire pour imaginer que les États-Unis pourraient longtemps continuer à préférer 5 ou 6 millions d'Israéliens à l'ensemble du monde arabe. Il faut véritablement être stupide pour faire ce pari-là, car il s'agit là d'intérêts nationaux, d'une raison d'État extraordinairement lourde, et évidemment que la diplomatie américaine évoluera vis-à-vis d'Israël comme elle a déjà considérablement commencé à évoluer compte tenu du poids qu'ont encore les anciens choix, les choix passés de la diplomatie américaine. Israël, Barnaby le disait tout à l'heure, est en train de s'aliéner les derniers alliés qui lui restaient et évidemment les plus importants de ses alliés. Cela ne tient pas qu'au printemps arabe. Ces évolutions étaient en cours déjà, mais le printemps arabe a précipité ces évolutions, va les accélérer et les confirmer bien avant qu'il n'ait totalement porté ses fruits. Ces évolutions diplomatiques se feront beaucoup plus vite que le printemps arabe ne se réalisera. Troisième évolution, qui semble très évidente aussi. Imaginons, Dieu nous en préserve, mais imaginons qu'un gouvernement israélien veuille demain réitérer l'opération de Gaza il y a 2 ans ou 3 ans. Ce gouvernement israélien ne pourrait évidemment plus compter sur le silence activement complice des dirigeants égyptiens. Il ne pourrait plus compter sur la connivence secrète des régimes du Golfe, des monarchies du Golfe. Il ne pourrait plus compter sur le silence contraint ou pas contraint des sociétés arabes qui, évidemment, débouleraient dans les rues, à juste titre, pour dénoncer cette réitération.
il ne pourrait plus compter non plus sur l'attitude qu'ont observé la plupart des gouvernements occidentaux au cours de la première opération, enfin de l'opération de Gaza, et qui était de dire « Bon Dieu, pourvu qu'il termine le boulot demain matin ou si possible hier matin, parce qu'on n'en peut plus d'attendre dans le silence. » Là, les gouvernements occidentaux, y compris américains, n'attendraient pas 2 heures dans le silence. Cela signifie qu'une des armes du statu quo, le plein usage de la puissance militaire, cette arme, aujourd'hui, serait beaucoup plus difficile à manier. 4e évolution. Depuis, grosso modo, 10 ans, enfin très concrètement l'attentat des Twin Towers, et secondairement la relance du processus nucléaire iranien, on avait vu se dessiner, silencieuse, muette, mais parfaitement perceptible, une sainte alliance au Proche-Orient entre Israël et les régimes arabes sunnites. Je me souviendrai toujours, pendant la dernière guerre du Sud-Liban, cet universitaire israélien auquel je faisais observer que quand même l'armée israélienne ne se débrouillait pas tellement bien dans ce conflit, que ça durait, qu'Israël n'était pas dans une situation véritablement confortable à aucun point de vue, ni politique, ni militaire, ni diplomatique, et qui me répondait « Et vous croyez qu'on danse de joie à Riyad ?» Non, je ne le croyais pas, mais j'avais été frappé. On ne m'entend plus ? À Riyad et dans d'autres capitales du coin. Cette alliance existait. Elle existait d'une manière très, très active dans la coopération des services secrets, qu'elle soit directe ou indirecte. Cette alliance n'est plus aussi évidente. Elle persiste, elle perdure aujourd'hui avec certains des pays arabes, mais elle n'est plus aussi évidente, elle le sera de moins en moins, et là encore, Israël, ou en tout cas les partisans du statu quo, perdent un atout. 4e ou 5e, je ne sais plus, évolution. En le disant ou en le pensant, les Israéliens, et là, partisans du statu quo ou partisans du mouvement, ont pratiquement toujours tablé, en tout cas justement la guerre du Liban, la dernière, sur l'idée que le monde arabe ne rattraperait jamais la capacité militaire israélienne et qu'il y aurait toujours un avantage militaire du côté israélien. C'était déjà devenu discutable, on l'a vu, Sud-Liban et Gaza, on l'a vu surtout dans la diminution marquée de l'enthousiasme des jeunes Israéliens pour le service militaire et pour leur participation à des conflits, n'en parlons pas. C'était déjà beaucoup moins évident à cause de cette manière dont la jeune génération israélienne ignore de plus en plus la région, le monde dans lequel elle vit et croit vivre sur la côte californienne, dans le high-tech, et l'ignorance volontaire de ce qui l'entoure, rien de tout cela n'était très propice à cette poursuite, cette pérennité d'une suprématie militaire totale d'Israël, mais dès lors que les pays arabes se modernisent, et se modernisent à tout point de vue, dès lors qu'ils vont entrer dans une phase ascendante, alors que Israël se heurte à des problèmes structurels de plus en plus grands, cette supériorité militaire, il n'est pas prouvé qu'elle soit éternelle et éternellement aussi nette qu'elle a été.
globalement parlant, en termes d'élite politique, il y a aujourd'hui, malheureusement, par absence, par défaut, une position dominante dans la politique israélienne qui est le statu quo. Mais plus profondément que cela, plus Israël mettra du temps à bouger, je ne doute pas qu'il finisse par le faire, mais plus Israël mettra du temps à bouger, plus ses marges de négociation seront restreintes. Aujourd'hui, elles restent grandes sur des choses que l'on peut considérer illégitimes et sur d'autres que l'on peut considérer comme parfaitement légitimes et moralement, politiquement défendables. Demain, ces marges de négociation seront réduites autant sur les exigences illégitimes que sur les exigences légitimes. Et puis, troisième point, Akiva Eldar racontait tout à l'heure une anecdote savoureuse sur l'Égypte. J'en ai une autre, Place Tahrir, discussion avec un écrivain formidablement, égyptien bien sûr, formidablement sympathique, dans le mouvement, l'aile la plus moderniste, la plus, etc., etc. Et il me dit, mais il y en a marre de tous ces régimes religieux, etc. Il faut qu'ils disparaissent tous, etc. Et donc, qu'Israël devienne un État binational. Alors, je le regarde, je lui dis, mais pourquoi incluez-vous Israël dans les États religieux? Et il me répond du tac au tac sur le ton de l'évidence militante d'un laïcard, genre Troisième République. Qu'est-ce qui définit Israël, si ce n'est la religion?